Cette vidéo est sponsorisée par Opera. En 2019, un de mes abonnés m'avait envoyé quelques vieux bijoux que j'ai réussi à transformer en lingots d'or pur de 24 carats. J'ai trouvé que le résultat était plutôt bien. Depuis, je suis vraiment fasciné par l'or en général. Il y a quelques années, j'ai découvert par hasard une forme dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Il s'agissait de l'or violet, et comme vous le voyez, ce site le proposait sous forme de bijoux. Je trouvais que c'était vraiment l'une des plus belles formes d'or que j'ai vues. Mais la couleur me semblait un peu artificielle malgré sa beauté, et au début je pensais que c'était probablement une arnaque parce que je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Mais après quelques recherches, j'ai vite découvert que l'or violet existait vraiment. Et selon Wikipédia, c'était un alliage d'or et d'aluminium. Je suis normalement pas le genre de personne qui s'intéresse aux bijoux. Mais pour je ne sais quelle raison, dès que j'ai découvert que c'était réel, j'ai voulu en acheter. En fait, ce que je tenais absolument à avoir, c'était une bague faite entièrement d'or violet. Mais malheureusement, ce site ne vendait pas la bague que je voulais. Et à ma connaissance, il n'existait aucune entreprise ou personne dans le monde qui proposait une bague en or pur de couleur violette. Au début, ça m'a paru un peu bizarre. Mais apparemment, c'était parce que l'or violet était extrêmement compliqué à fabriquer et à travailler. Il s'est aussi avéré que Liwa, le propriétaire de ce site, était l'une des très rares entreprises à fabriquer des bijoux en or violet. Quoi qu'il en soit, je souhaitais toujours avoir une bague en or violet pur, et en plus, maintenant que je savais qu'il était impossible d'en acheter une, c'est bête mais je la voulais encore plus. Je me disais aussi que ça devait être totalement faisable de fabriquer une bague entièrement en or violet. Du coup, j'ai commencé à me dire que c'était peut-être quelque chose que je pourrais faire moi-même à la maison. Honnêtement, je n'avais absolument aucune expérience avec l'or violet, et je n'avais jamais fabriqué de bague auparavant. Mais pour une raison ou pour une autre, je sentais que je pouvais le faire. Alors j'ai décidé de me lancer. Pour commencer, il fallait que je découvre et que j'apprenne comment créer de l'or violet. Et une rapide recherche sur Google m'a permis de trouver plein de vidéos et d'articles à ce sujet. Mais je n'ai rien trouvé qui fournissait des informations fiables pour pouvoir fabriquer quelque chose de correct. Mais avec un peu plus de recherche, j'ai finalement pu trouver ce brevet, qui s'est avéré extrêmement utile. Il fournissait beaucoup d'informations pertinentes sur l'or violet en général. Il expliquait également comment gérer et résoudre potentiellement l'un de ses principaux problèmes, qui est sa fragilité. Il était souligné qu'avec le mélange habituel d'environ 78,5% d'or et 21,5% d'aluminium, l'alliage était aussi fragile que du verre ou de la porcelaine, ce qui le rendait inadapté à la fabrication de bijoux. Mais le brevet affirmait également qu'en modifiant légèrement sa composition, ou en ajoutant d'autres métaux comme le palladium ou le nickel, il était totalement possible de rendre l'or violet considérablement plus résistant. Il y avait aussi plusieurs exemples de recettes, mais celle qui a particulièrement retenu mon attention était la recette la plus simple. Elle ne nécessitait aucun autre métal à part l'or et l'aluminium, et la seule différence était que la teneur en or était légèrement augmentée à 81%, ce qui en ferait de l'or d'environ 19 carats, ce qui est pas mal. J'ai donc opté pour cette formule. La seule partie délicate était qu'à part les ingrédients, rien d'autre était fourni, et il n'y avait quasiment aucune information sur la manière concrète de fabriquer de l'or violet. Ça signifiait donc que j'allais devoir tout découvrir par moi-même, ce qui n'était pas pratique. Et étant donné que c'était censé être très difficile à travailler, j'étais franchement un peu inquiet. Mais ce qui m'a un peu soulagé, c'est qu'au tout dernier moment, j'ai découvert que tous les bijoux en or violet vendus par Liwa étaient en fait basés sur le brevet que j'ai trouvé. Donc même s'il n'y avait aucune instruction précise, je savais au moins que la recette en elle-même était totalement fiable. Alors j'ai décidé de me lancer. Maintenant je pouvais enfin commencer à me mettre au travail, et la première chose dont j'avais besoin, la plus cruciale, c'était de l'or, qui malheureusement coûte très cher. J'avais donc initialement prévu d'en acheter le moins possible, et je pensais qu'une barre d'or de 20 grammes ferait sans doute l'affaire. Finalement, je me suis persuadé que c'était certainement une bonne idée d'en prendre un peu plus juste au cas où j'en aurais besoin. Et pour faire court, je me suis retrouvé avec une barre d'or de 100 grammes. Cette barre m'a coûté environ 5 700 $ américains, soit 5 300 €.
Ça a immédiatement dépassé le budget initial que j'avais fixé pour ce projet, et c'était probablement beaucoup plus que nécessaire, mais tant pis. Quoi qu'il en soit, je possédais à présent cette magnifique et brillante barre de 100 grammes d'or, et juste la regarder et la tenir dans ma main était étrangement satisfaisant. C'était juste vraiment triste qu'elle ne me serve pas à grand-chose sous cette forme. Et malheureusement la première chose que je devais faire avec cette barre d'or, c'était la détruire. En d'autres termes, il me fallait casser la barre pour obtenir plusieurs petits morceaux, parce que j'allais avoir besoin de mesurer des quantités très petites et précises. Pour faire ça, le détruire manuellement avec un burin et un marteau aurait été la manière la plus évidente de procéder, mais ça aurait demandé énormément de travail pour des résultats vraiment pas terribles. À la place, j'ai jugé que c'était une meilleure idée de le faire chimiquement, donc j'ai placé la barre dans un bécher et j'ai versé une bonne quantité d'acide chlorhydrique concentré. Ensuite, j'ai allumé la plaque chauffante, et au bout de quelques minutes il a lentement chauffé avant de se mettre à bouillir. Par la suite, quand j'ai estimé que c'était prêt, j'ai ajouté de l'acide nitrique concentré. Il y a rapidement eu beaucoup plus de bulles, et la solution a commencé à changer de couleur. Ça s'explique par la réaction de l'acide nitrique avec l'acide chlorhydrique pour former du chlorure de nitrosyle et du gaz de chlore qui sont tous les deux des gaz de couleur jaune. L'acide chlorhydrique tout seul ne peut rien faire face à la barre d'or. Mais ce nouveau mélange d'acide couramment appelé aqua regia ou eau régale pouvait le faire sans problème. Ce n'était pas très rapide, mais ça le décomposait progressivement en le transformant en acide chlorhydrique, qui se dissolvait par la suite. Ce que je faisais ici, c'était en gros le décomposer au niveau atomique, ce qui était bien plus efficace que tout ce que je pourrais faire manuellement, et en plus, c'était bien plus facile à faire. Tout ce que j'avais à faire, c'était ajouter un peu d'acide nitrique de temps en temps, et au fil des heures, la barre s'est lentement dissoute. À la fin, il ne restait qu'une très fine couche d'or, et en ajoutant un peu plus d'acide, j'ai réussi à la dissoudre entièrement. Il ne restait à présent absolument plus aucune trace de la barre d'origine. Les 100 grammes d'or avaient été complètement dissous dans l'acide chlorhydrique, laissant derrière une solution parfaitement claire. Je l'ai ensuite laissé refroidir à température ambiante, et ce que je devais faire ensuite, c'était transformer tout cet acide chlorhydrique de nouveau en or métallique. Au début, il peut sembler illogique de dissoudre tout ça pour ensuite la retransformer en or immédiatement après. Mais vous allez très vite comprendre pourquoi je fais ça. Du coup, j'ai pris le bécher avec mon mélange, et je me suis dirigé vers mon autre hôte. Oh non! Je plaisante, c'était un bécher rempli d'eau avec du colorant alimentaire. Ce que j'ai vraiment fait, c'était verser le mélange dans un récipient avec plus d'eau. J'ai rincé le bécher plusieurs fois avec un peu plus d'eau pour m'assurer qu'il ne restait absolument plus aucune trace d'or. Après ça, j'ai bien brassé pour m'assurer que tout soit bien mélangé et quand j'étais prêt, j'ai ajouté une solution concentrée de métabisulfite de potassium au mélange. Ça a fait que l'ensemble a rapidement viré au marron et a beaucoup chauffé, ce qui m'a vraiment réjoui. J'étais vraiment content de voir ça, parce que ça indiquait que le métabisulfite de potassium était efficace et qu'il transformait tout l'or présent dans l'acide chlorhydrique en sa forme métallique. La partie vraiment cruciale, c'était que l'or ne se retransformait pas simplement en un gros morceau, mais qu'il se transformait en une poudre extrêmement fine. Donc en dissolvant la barre et en la reconstruisant, je l'avais efficacement transformée en poussière, et encore une fois, c'était beaucoup plus efficace et plus facile que tout ce que j'aurais pu faire manuellement. Au cours des 30 minutes suivantes, presque tout s'est déposé au fond. Mais il restait encore une petite quantité qui flottait. J'ai donc décidé de le laisser reposer toute la nuit, et quand je suis revenu le lendemain, c'était limpide. Je pouvais à présent me débarrasser de toute l'eau, alors je l'ai versé dans un autre récipient. J'ai fait très attention afin de ne pas perdre une seule trace d'or, et quand il a enfin semblé qu'il ne restait presque plus d'eau, je l'ai transféré dans un petit bécher. Ensuite, j'ai versé de l'eau distillée bouillante et allumé la plaque chauffante, et je l'ai laissé pendant quelques minutes. Je faisais ça pour éliminer absolument toutes les traces de métabisulfite de potassium et d'autres sous-produits. Ensuite, j'ai répété l'opération plusieurs fois avec de l'acide chlorhydrique chaud. Ça permettait d'éliminer toute trace d'impureté métallique éventuelle, et quand j'ai estimé que c'était bon,
j'ai effectué quelques rinçages supplémentaires avec de l'eau chaude. Maintenant, ce que j'avais devait être de l'or très propre et de qualité, et la prochaine étape était simplement de le sécher. J'ai donc augmenté la chaleur sur la plaque chauffante et j'ai attendu que toute l'eau s'évapore. Ça a pris plus d'une heure, donc beaucoup plus longtemps que j'avais prévu, mais une fois que c'était terminé, je me suis retrouvé avec une très belle poudre d'or. Quand je l'ai pesé, il pesait 99,99 grammes, ce qui signifiait que je n'avais perdu que 0,01 g dans tout ce processus. Toutefois, en prenant en compte que la barre d'origine n'était pure qu'à 99,99%, il était fort probable que cette petite quantité représentait simplement une impureté et que ce que j'avais sous les yeux maintenant soit plus pur qu'avant. Quoi qu'il en soit, à ce stade, tout l'or était prêt à être utilisé et tout ce qu'il me fallait c'était de l'aluminium que j'ai acheté en sachet sur eBay. Il était censé être pur à 99,995%, ce qui était la pureté la plus élevée que j'ai pu trouver. Il est arrivé sous forme de petits granulés, ce que j'ai trouvé pratique pour mesurer, et maintenant, il était enfin temps d'essayer de fabriquer de l'or violet. Donc j'ai pris le soin de mesurer 4,95 grammes d'or, ce qui était très simple à faire sous forme de poudre, et ensuite je l'ai mis dans un petit creuset. Normalement j'aurais ajouté du borax, ce qui aurait permis à l'or de fondre plus facilement et aurait évité qu'il ne colle au récipient. Mais malheureusement, je ne pouvais pas le faire ici à cause de sa réaction avec l'aluminium. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à le chauffer avec un chalumeau et très rapidement, la surface a commencé à devenir rouge vif et je pouvais lentement voir une partie commencer à fondre. En le chauffant davantage, il se réduisait progressivement, après environ 30 secondes. Il ne restait que de masses qui ont fini par fusionner pour former une jolie petite perle. Ensuite, j'ai continué à chauffer pour le rendre aussi chaud que possible, et quand il était rouge vif, j'ai versé 1,61 g d'aluminium métallique. Les morceaux en contact avec l'or ont fondu et ont fusionné avec assez rapidement, mais les autres devaient être chauffés un peu plus longtemps. Cependant, même après les avoir chauffés jusqu'à ce qu'ils soient rouges vifs, ils fondaient toujours pas, et c'était dû à la fine couche d'oxyde qui se formait naturellement autour de l'aluminium et qui retenait le métal liquide. Donc pour obtenir un mélange homogène, j'ai dû y mettre un peu du mien, et j'ai été ravi de voir que tout se mélangeait facilement. Ce qui m'a particulièrement fait plaisir à voir, c'était qu'en dessous de la couche d'oxyde desséché, il y avait un liquide fluide. Mais j'ai également été surpris de voir ça. J'avais vu plusieurs commentaires en ligne qui disaient que faire cette expérience en présence d'air n'était pas une bonne idée. Ça aurait pour conséquence de transformer tout le mélange en une masse oxydée, ce qui n'est pas terrible. Mais finalement, il n'a pas été aussi réactif que je l'avais imaginé. Il semblait totalement faisable de le verser dans un moule ou un autre récipient dans le genre. Mais pourtant, théoriquement, j'avais maintenant un mélange composé de 81% d'or et de 19% d'aluminium, mais il n'était pas du tout violet, simplement parce qu'il était encore beaucoup trop chaud. En plus, il était encore liquide, et pour qu'il devienne violet, il fallait que je lui laisse le temps de refroidir. Durant ce processus, il devait se solidifier graduellement en un alliage dont la composition chimique a eu à elle de prédominer, cette formulation étant connue pour sa magnifique teinte violette. Selon les informations du brevet, en ajustant légèrement la teneur en or pour la faire dépasser les 78,5% habituels, ça favoriserait la formation d'une structure gamma dans l'alliage or-aluminium. Pour être honnête, je ne suis pas complètement sûr de ce que ça signifiait, et j'ai eu du mal à trouver des informations précises à ce sujet. Mais ce qui importait était que ça devait rendre l'alliage beaucoup plus résistant. Quand il a finalement atteint la température ambiante, il n'était malheureusement toujours pas violet, en raison de la couche de débris oxydé bleu qui le recouvrait. Toute éventuelle présence d'or violet était cachée à l'intérieur, et pour vérifier s'il y en avait vraiment, il fallait d'abord faire en sorte de le sortir du creuset. Alors j'ai juste pris une spatule métallique et j'ai commencé à délicatement gratter, même sans aucun borax. C'était étonnamment très facile à enlever. Ce que j'avais maintenant était un morceau de métal recouvert de croûte, et pour savoir si j'avais réussi à faire de l'or violet, tout ce que j'avais à faire était de le casser. Je me suis également dit que ce serait assez facile, étant donné que même ce matériau plus solide devait être fragile et cassant, donc j'ai simplement essayé de le casser en deux. Mais finalement,
Il était bien plus résistant que je l'avais imaginé et j'étais pas prêt de le casser à main nue. Alors j'ai décidé de juste taper dessus avec un marteau. Je pensais vraiment qu'il se briserait plus facilement cette fois-ci. Mais encore une fois, ça n'a pas vraiment fonctionné. Honnêtement, je ne l'ai pas frappé avec beaucoup de force. Mais même, il ne semblait pas du tout aussi fragile que du verre ou de la porcelaine, et toute cette histoire de phase gamma semblait fonctionner. Bref, j'ai juste continué à le frapper de plus en plus fort à chaque coup. Et quand il a fini par se briser, j'étais vraiment satisfait de ce que j'avais devant moi. À l'intérieur, j'ai découvert une grande quantité d'or violet magnifique dont la couleur semblait presque irréelle. Par contre, ce que j'ai trouvé plutôt bizarre, c'est qu'il n'avait pas exactement le violet auquel je m'attendais, et il paraissait beaucoup plus rose que les bijoux que j'avais vus en ligne. Je me suis dit que j'avais peut-être utilisé la mauvaise recette, mais quand j'ai vérifié le brevet, il était précisé que c'était censé être un violet un peu rose. Le brevet indiquait la même chose pour toutes les autres recettes, et comme c'était le brevet utilisé pour les bijoux Liwa, je me suis dit que c'était probablement bon et que je devais simplement être plus patient. Je me suis dit que la couleur plus foncée apparaissait peut-être seulement plus tard dans le processus ou lors du polissage. Alors j'ai décidé de continuer et de voir ce que ça allait donner par la suite. Maintenant, en supposant que cette recette soit bonne, ce que je devais faire ensuite était de comprendre comment transformer cette masse de débris en une magnifique bague brillante. Ça allait demander beaucoup de travail, et juste penser à toutes les choses différentes que j'allais devoir effectuer m'a un peu angoissé. Ça m'a permis de comprendre que la seule façon de continuer était de simplement suivre le processus étape par étape. Comme ça, j'allais pas me compliquer la vie, et je pourrais me concentrer sur un problème à la fois au lieu de m'éparpiller. Actuellement, je trouvais que le problème principal était les oxydes. C'est parce qu'ils rendaient clairement tout très compliqué, et si je voulais avoir ne serait-ce qu'une petite chance de réaliser quelque chose de bien, il fallait absolument que je m'en débarrasse. Pour y parvenir, il n'y avait qu'une seule véritable solution, et je devais trouver un moyen d'empêcher l'aluminium de réagir avec l'oxygène dans l'air. Après avoir cherché pendant un bon moment en ligne, je n'ai réussi qu'à trouver que deux idées qui me paraissaient fiables et intéressantes. La première suggestion était d'investir dans une machine de coulée sous atmosphère inerte hautement spécialisée et coûteuse, tandis que l'autre consistait à construire quelque chose d'équivalent. Mais franchement, je me disais que ça n'avait vraiment pas besoin d'être aussi compliqué et coûteux, et après y avoir réfléchi un moment, j'ai eu une idée que je trouvais relativement simple. Je me suis rendu compte que tout ce qu'il fallait que je fasse était d'utiliser ce petit four de table que je possédais déjà et d'y placer l'un de mes plus petits creusets. Ensuite, j'ai introduit dans le four un tube en acier inoxydable que j'avais reçu gratuitement et je l'ai plié pour l'ajuster autour du four. Ce qui était crucial, c'était que l'autre extrémité de ce tube soit reliée à un réservoir rempli de gaz argon inerte que j'avais obtenu chez un fournisseur local de soudure, et c'était tout ce qu'il y avait à faire. À présent, j'avais un four ordinaire qui avait la capacité d'injecter de l'argon, et j'étais convaincu que ça allait fonctionner. Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir. J'ai rapidement ajouté l'or, commencé un flux constant d'argon et j'ai réglé le four à 2200 degrés Fahrenheit, soit environ 1100 degrés Celsius. Pendant les 15 minutes suivantes, il a progressivement chauffé et la poudre d'or a commencé à diminuer lentement, mais il semblait avoir du mal à fondre. C'était sûrement parce que le haut était ouvert. Alors je l'ai couvert avec du caoul. En quelques minutes seulement, une belle petite boule d'or s'est formée au fond. Et maintenant, je pouvais ajouter l'aluminium. Cette fois-ci, j'ai préféré utiliser des morceaux beaucoup plus grands mais moins purs, dans l'espoir qu'ils fondraient beaucoup plus facilement que les plus petits que j'avais utilisés. Pour l'ajouter, j'ai doucement déposé le premier morceau et j'étais ravi de voir qu'il s'était immédiatement mélangé à l'or. J'ai ajouté le reste de l'aluminium qui s'est aussi très rapidement mélangé à l'or, et à ce stade, je trouvais que c'était déjà bien plus réussi que ma première tentative. Ce qui me réjouissait particulièrement, c'était de voir qu'il y avait à peine d'oxyde, ce qui m'indiquait que l'argon faisait très bien son travail. C'était aussi assez impressionnant étant donné que l'aluminium était rouge vif et qu'il était beaucoup plus réactif que l'aluminium liquide normal. Ce que j'avais maintenant, c'était de l'or violet qui ne devrait pas avoir d'oxyde. Ce que je devais faire à présent, c'était tenter de le verser dans un autre récipient.
En théorie, il aurait probablement été judicieux de le protéger de l'air pendant cette opération, et j'avais envisagé de mettre en place un dispositif spécialisé. Mais au lieu de faire ça, j'ai choisi la technique très sophistiquée de faire ça le plus rapidement possible et espérer que tout se passe bien. Donc j'ai rapidement retiré la ligne d'argon, puis retiré le creuset du four, et j'ai essayé de verser le contenu dans un moule en graphite préchauffé. En le versant dans le moule, j'espérais vraiment voir un filet de métal rouge, mais rien ne sortait. Même en le retournant complètement, ça n'a pas fonctionné. Au départ, j'étais un peu perdu, mais ensuite j'ai rapidement réalisé que tout leur violet s'était simplement solidifié dans le creuset. En seulement quelques secondes, il avait refroidi sous son point de fusion et il était évident que j'allais devoir le chauffer autant que possible. J'ai donc simplement remis ça dans le four, réintroduit la ligne d'argon et couvert le dessus. Puis je l'ai laissé là jusqu'à ce que le tout soit rouge vif. Ensuite, j'ai réessayé de verser le contenu aussi rapidement que possible. C'était un peu difficile au début, mais j'ai finalement réussi à le faire sortir. La seule partie décevante était que c'était complètement raté. Le fait de devoir le fondre une deuxième fois avait clairement entraîné une forte oxydation. Ça m'a fait comprendre que je n'avais qu'une seule chance de le verser, ce qui n'était pas idéal. Mais au moins je savais exactement quoi faire à présent. Alors j'ai rapidement préparé une nouvelle fournée d'or violet. Et cette fois, quand je l'ai versé, j'ai été vraiment satisfait du résultat. Ensuite, je l'ai laissé refroidir, et en le scrutant de près, j'ai constaté que c'était de loin le meilleur résultat que j'avais obtenu jusque-là. C'était pas parfait, mais c'était beaucoup plus propre, et ça n'avait rien à voir avec le désastre croûteux que j'avais avant. La seule chose qui m'a semblé bizarre, c'est qu'il avait une couleur argentée, alors que je pensais qu'avec moins d'oxydation, il aurait été beaucoup plus violet. Mais en même temps, je me suis dit que peut-être c'était juste un peu d'aluminium ou quelque chose dans ce genre qui était sur la surface, et que ça serait facile à retirer. Alors j'ai décidé de le poncer un peu, en espérant fortement apercevoir cette magnifique teinte rose-violet en le retournant. Mais malheureusement la couleur argentée était toujours là. J'ai essayé de le poncer encore plus, en me disant que peut-être je l'avais tout simplement pas fait suffisamment. Mais ça ne semblait pas changer grand-chose. Quand j'ai vu ça, j'étais honnêtement perplexe, et la seule raison qui me venait en tête était que j'avais peut-être pas réussi à fabriquer de l'or violet. Pour vérifier, j'ai décidé de le casser pour voir l'intérieur. J'ai été vraiment étonné par sa résistance. Je le frappais beaucoup plus fort qu'avant, mais ça n'a semblé avoir aucun effet, et finalement ça a fini par faire un énorme trou dans ma table en bois. Après l'avoir frappé plusieurs fois, j'ai enfin réussi à casser un petit morceau, et ce que j'ai découvert m'a un peu contrarié. À l'intérieur, il était clairement teinté, et je comprenais vraiment pas pourquoi le ponçage ne fonctionnait pas. Ce qui était encore plus frustrant, c'était qu'il était à peine rose, et loin d'être aussi éclatant que lors de la première tentative. Ça n'avait vraiment aucun sens pour moi. J'avais essentiellement suivi la même procédure qu'auparavant, mais sans aucune présence d'air cette fois-ci. Cette différence devrait vraiment pas avoir d'impact sur la couleur. Je devais m'assurer que ce n'était pas un souci avec le nouveau dispositif ou l'aluminium que j'ai changé entre les deux tentatives. Pour vérifier ça, j'ai refait la même chose. J'ai fait une nouvelle pièce et j'ai attendu qu'elle refroidisse. J'ai ensuite pris mon marteau, et cette fois-ci j'ai protégé ma table avec une plaque d'acier et après un bon coup, j'étais vraiment content de ce que je voyais. C'était vraiment violet, ce qui m'a indiqué que mon équipement et mon aluminium étaient bons. Mais du coup je comprenais toujours pas ce qui s'était passé avec le premier. Bref, j'ai pris l'un de ces morceaux en pensant qu'avec une couleur beaucoup plus vive il serait plus facile à poncer. Mais visiblement ce n'était pas le cas. Comme avant, peu importe à quel point je le ponçais, il n'a jamais viré au violet et je ne comprenais tout simplement pas pourquoi. Ce qui était encore plus désolant, c'est qu'après ça, j'ai tenté de poncer uniquement la partie violette surtout par désespoir. Et j'ai été vraiment dégoûté de voir qu'elle est devenue argentée. Je n'arrivais vraiment pas à comprendre comment c'était possible. Mais c'était très triste à voir parce que si le poncer ou le meuler n'était pas une option, il me serait extrêmement difficile d'en faire quelque chose de beau. Comme toute dernière tentative désespérée pour résoudre ce problème, j'ai décidé de mettre ce petit morceau dans un bécher et d'y ajouter de l'acide chlorhydrique.
Je me suis dit que peut-être qu'une fine couche d'aluminium bloquait l'or violet ou quelque chose du genre, et j'espérais vraiment que l'acide la dissoudrait. Lorsque l'aluminium a commencé à disparaître, j'ai pu constater que l'or retrouvait sa couleur d'origine, ce que je trouvais vraiment intéressant. Mais ça m'a vraiment pas avancé plus que ça. J'étais vraiment perdu à ce stade, et je savais pas vraiment comment résoudre ce problème. Alors j'ai passé les jours suivants à essayer plusieurs techniques au hasard en espérant que ça marche. J'ai ensuite passé quelques jours à lire tout ce que je pouvais trouver en ligne, et après n'avoir absolument rien trouvé d'utile, j'ai vraiment eu envie de tout laisser tomber pour de bon. Avant de tout abandonner, j'ai décidé de relire une dernière fois le brevet que j'avais trouvé, et ça a été une très bonne idée parce que j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué avant. C'était presque mentionné en passant, mais c'est ici qu'il faisait référence à la couleur violette et les mots-clés étaient « au moins en recuisant à 600 degrés Celsius ». Ça résolvait pas le problème que j'avais, mais ça suggérait qu'il y avait un moyen d'améliorer ou de récupérer la couleur, et j'ai pensé que c'était ma seule chance. J'ai donc rapidement préchauffé un creuset neuf à 600 degrés Celsius, et pour cette tentative, j'ai également fabriqué cette nouvelle pièce que j'ai poncée bien à plat. Comme toutes les autres fois, ça l'a rendu complètement argenté et ça ressemblait juste à un morceau de métal ordinaire. J'avais honnêtement beaucoup de mal à croire que ça puisse vraiment devenir violet. Il n'y avait qu'une seule façon de le découvrir. Alors je l'ai mis dans le creuset, et sans aucun fondement particulier, j'ai décidé de le laisser pendant environ 30 minutes. Quand je suis revenu, j'étais franchement assez optimiste et j'étais très curieux de voir ce que ça avait donné. Pour y voir de plus près, j'ai délicatement sorti le creuset et je l'ai vidé sur une isolation. Et j'ai été vraiment stupéfait par ce que j'avais sous les yeux. C'était incroyable! Presque comme par magie, il était devenu violet, et dès que j'ai vu ça, j'ai été tellement soulagé. Il était évident que le traitement thermique avait bien fonctionné, et c'était un grand soulagement pour moi que le projet ne soit plus complètement bloqué. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'à mesure qu'il refroidissait, sa couleur changeait progressivement et il se rapprochait de plus en plus de ce violet rosé. Mais il ne semblait pas virer autant au rose que lors de ma première tentative, et quand je l'ai regardé de près, il semblait être d'un violet plus sombre. Ce n'était certainement pas aussi violet que ce que j'avais vu en ligne, mais ça m'a clairement montré que même avec la même formule, la couleur pouvait varier considérablement selon quelconque facteur. Ça m'a aussi fait penser que peut-être en le recuisant plus longtemps, ou simplement d'une manière différente, il aurait été possible de le rendre encore plus violet. Dans tous les cas, ce que j'avais entre les mains était encore vraiment moche et décevant. Et je sentais que la prochaine étape la plus importante était de voir s'il était possible de créer quelque chose de bien. Plus précisément, je devais vérifier si je pouvais le mouler dans une forme spécifique puis le nettoyer, et j'étais vraiment tenté de tout de suite essayer de fabriquer une bague. Mais je savais que commencer par quelque chose d'aussi compliqué qu'une bague serait une mauvaise idée, et ça risquerait de poser tout un tas de nouveaux problèmes. Donc j'ai choisi de faire simple et juste commencer par fabriquer un petit lingot. Je voulais plus précisément fabriquer un lingot qui ressemblait exactement à un lingot d'or classique sauf qu'elle était violette, donc j'ai commencé par fondre un tas de métal. Ensuite, je suis allé chercher un de mes petits moules à lingots, et j'avais l'intention de le chauffer intensément jusqu'à ce qu'il devienne rouge vif. J'espérais vraiment que ça empêcherait le métal de se solidifier et faciliterait le remplissage du moule, et quand j'étais prêt, je l'ai soigneusement versé dedans. J'avais un peu peur de rater, mais finalement, tout s'est bien passé et j'étais vraiment content de voir que ça avait complètement rempli le moule. J'ai laissé tout refroidir tranquillement, et une fois qu'il avait enfin atteint la température ambiante, je devais le sortir du moule et j'étais un peu inquiet qu'il reste coincé. Cependant, ce n'était visiblement pas le cas, et il est sorti sans difficulté, ce qui m'a confirmé qu'il n'y avait aucun problème avec le processus de moulage. Mais il restait un problème qui sautait aux yeux. Il était vraiment pas beau à voir. Mon prochain défi consistait donc à vérifier si je pouvais réellement le métamorphoser en quelque chose d'esthétique. Pour ça, je l'ai poncé à la main. Ce n'était pas idéal. Mais je voulais pas perdre la moindre particule de cette précieuse poussière d'or. Comme prévu, cette tâche s'est avérée extrêmement laborieuse et difficile, et j'y ai passé 10 heures afin de parvenir à une forme qui me satisfaisait.
Ensuite, j'ai poli la surface en utilisant des papiers de verre de meilleure qualité, et quand j'étais satisfait de son apparence, je l'ai recuit, et voilà le résultat. C'était à peu près exactement ce que j'espérais, et c'était comme un lingot d'or normal sauf qu'il était rose-violet, et j'étais vraiment content du résultat. Par contre, ce qui m'a paru étrange, c'est qu'il n'avait pas la même teinte violette que l'autre morceau que j'avais fait. Ce lingot semblait être rose pâle. Mais après plusieurs tests, j'ai découvert que cette différence était surtout due à sa brillance, ce qui le faisait paraître plus lumineux, et j'expliquerai ça plus tard. En résumé, réussir à fabriquer ce lingot en or violet m'a pleinement prouvé qu'il était possible de couler et de nettoyer l'or violet. Et à ce stade, j'étais vraiment très content et enthousiaste. Mais mon enthousiasme est vite retombé quand j'ai décidé d'examiner mon lingot en or violet de plus près. Et j'ai vraiment été horrifié par ce que j'ai vu. Il était en fait plein de petites fissures. Et je ne comprends pas comment j'ai pu les manquer jusqu'à présent. Je pense que j'étais un peu trop excité pour les remarquer. Ce qui a encore plus aggravé les choses, c'est que la couleur n'était pas très uniforme et il y avait de nombreuses zones qui semblaient totalement incolores. Presque comme si les métaux ne s'étaient pas correctement mélangés. Selon moi, ça devait être relativement facile à corriger. Il suffisait de mieux mélanger, mais le vrai problème, c'était toutes ces fissures autour. Surtout parce qu'une fois que je les ai remarquées, je pouvais plus du tout les ignorer, et je pouvais pas m'empêcher de penser qu'elles étaient vraiment moches. Ce qui rendait tout ça encore plus terrible, c'est qu'il y en avait partout, alors je pouvais pas simplement les enlever en ponçant. Et en regardant d'autres pièces que j'avais faites, j'ai remarqué qu'il y en avait aussi. Au début, j'ai essayé de me convaincre que c'était peut-être la caractéristique de l'or violet. Alors j'ai acheté un petit pendentif chez Liwa pour vérifier. Mais dès que j'ai ouvert la boîte, j'ai immédiatement compris que je refusais simplement de voir la réalité en face. C'était parce que sa surface semblait quasiment parfaite, et je voyais aucune de ces vilaines fissures. Ce n'est qu'en zoomant vraiment que j'ai pu apercevoir quelques petits défauts de surface, et il y avait effectivement quelques petits trous qui traînaient. Je pouvais aussi vaguement voir que comme le mien, la couleur n'était pas parfaitement uniforme non plus. Mais dans l'ensemble, c'était nettement mieux que ce que j'avais fabriqué. Juste une petite remarque, il semblait aussi être nettement plus violet que mon lingot rosé. Mais encore une fois, il s'est avéré que c'était principalement une question d'éclairage. Et je vous assure que j'y reviendrai un peu plus tard. Mais bref, à ce moment-là, il était assez évident que ces trous n'étaient pas censés être là, et ce qui était très malheureux, c'était que je n'avais toujours aucune idée de ce que je faisais de travers. Tout ce que je savais, c'était que je détestais à quel point c'était moche, et malheureusement c'était encore quelque chose que je devais résoudre. Ce projet semblait vraiment être une série de problèmes sans fin. Comme précédemment, j'ai fini par essayer diverses choses au hasard, et quand tout ont inévitablement échoué, j'ai désespérément consulté le brevet et j'ai fait des recherches en ligne. Mais contrairement à la dernière fois, je n'ai pas réussi à trouver la moindre allusion à ce phénomène avec de l'or violet. Ce que j'ai trouvé en revanche, c'était de nombreuses sources mentionnant un problème très similaire qui se produisait couramment avec l'aluminium pur. J'ai aussi trouvé un rapport très utile qui parlait en détail de ce problème et qui fournissait aussi une photo illustrant l'aspect que ça pouvait donner avec l'aluminium. Les points noirs étaient en fait de petits trous, tout comme ce que je remarquais dans l'or violet que j'ai fabriqué. Et il semblerait que ça soit principalement à cause de l'humidité présente dans l'air. Ça se produit parce que quand l'aluminium est fondu, il peut réagir avec l'humidité, ce qui provoque la formation de certains de ces oxydes croûteux que nous avons vus précédemment ainsi que du gaz d'hydrogène. J'ai toujours quelque peu supposé que tout cet hydrogène s'évaporait tout simplement, mais il semblerait qu'une considérable quantité de celui-ci se dissout effectivement dans l'aluminium liquide en fusion. Ensuite, à mesure que l'aluminium refroidit, sa capacité à dissoudre l'hydrogène diminue progressivement, et c'est au moment où l'aluminium commence à se solidifier que tout ça se manifeste sous forme de bulles. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont aussi fourni cette photo qui montre à quoi ça ressemblerait si tout l'hydrogène était déplacé avant la solidification. La différence est assez évidente et toutes ces cavités avaient complètement disparu de la pièce. À présent, on voyait une belle pièce d'aluminium lisse. Après avoir vu ça, ça m'est apparu évident que c'était quasiment le même problème que celui que je rencontrais, et ça s'est confirmé lorsque j'ai revu certaines de mes séquences.
J'ai regardé attentivement la partie où on voit que le lingot commençait à se solidifier, et j'ai remarqué ce qui semblait être des bulles qui éclataient à la surface. Quand j'ai vu ça, il m'a semblé totalement évident que ce n'était que du gaz d'hydrogène expulsé au moment de la solidification. La seule chose qui me semblait un peu étrange, c'est que j'utilisais déjà de l'argon pour exclure tout l'air et l'humidité, et je n'étais pas tout à fait sûr d'où provenait cet hydrogène. En fait, il était possible que ça soit dû au bref laps de temps pendant lequel il a été exposé à l'air avant de se solidifier, mais je ne croyais vraiment pas que c'était la raison ici. Quoi qu'il en soit, si je voulais fabriquer quelque chose de beau, je devais d'une manière ou d'une autre éliminer tout l'hydrogène de l'aluminium, et il semblait y avoir de nombreuses façons de le faire. J'ai donc décidé d'essayer toutes les choses qui pourraient fonctionner. Et l'une des techniques qui me paraissait vraiment prometteuse était d'ajouter une bonne quantité de sel de table dans le mélange. Mais une fois de plus, la plupart des techniques que j'ai testées ont lamentablement échoué, et après une semaine de frustration, il ne me restait qu'une seule option viable. Cette technique consistait à essayer de faire circuler du gaz argon à travers leur violet fondu, plutôt que de l'utiliser simplement pour le protéger de l'air. En fait, j'avais mis de côté cette option, car même si ça semblait simple en théorie, c'était un peu délicat à réaliser, et je ne pouvais pas simplement plonger mon tube en acier inoxydable. À cette température de 1200 degrés Celsius, l'aluminium était tellement réactif qu'il se contenterait de le dissoudre, comme j'ai pu le constater moi-même lorsqu'il a dissous une de mes spatules en acier. Je devais donc remplacer mon tube par un autre fabriqué avec un matériau différent, et malheureusement je n'avais pas autant d'options que ça. Utiliser d'autres métaux n'était pas une option car il risquait aussi d'être dissous. Le verre n'est pas une option non plus car il fondrait, et le graphite n'était pas une possibilité car il n'existe pas de petits tubes en graphite. Après m'être penché dessus un moment, je me suis demandé si du verre de quartz pourrait faire l'affaire, et je me suis souvenu que j'avais un tas de petits tubes que j'avais obtenus gratuitement. En les regardant de près, ils semblaient être identiques aux verres classiques, sauf qu'ils étaient fabriqués avec presque 100% de dioxyde de silicium, contrairement aux verres classiques. Ça les rend plus résistants aux hautes températures, avec presque aucun risque de fusion ou de fissuration, et honnêtement, je voyais vraiment aucune raison pour que ça ne marche pas. J'avais également énormément confiance en le verre de quartz fondu après l'avoir utilisé pour brûler des diamants, et il avait résisté quand je l'ai chauffé à rouge vif sous un flux d'oxygène pur. J'ai donc choisi de lui donner une chance, et j'étais impatient de commencer, mais ensuite je me suis rendu compte que je n'avais plus du tout d'or. En essayant tout et n'importe quoi, j'avais apparemment épuisé les 99,99 grammes d'or, et il ne me restait plus qu'un tas de déchets. C'était un peu pénible mais j'avais pas vraiment d'autre choix, donc j'ai rapidement tout dissous à nouveau dans beaucoup d'acide et j'ai suivi le même processus que pour la barre d'or originale. Après quelques jours de travail, j'avais une nouvelle fois obtenu une belle poudre d'or. Mais quand je l'ai pesée, elle ne faisait que 95 grammes. Ça voulait dire que j'avais d'une manière ou d'une autre perdu environ 5 grammes d'or en cours de route. Ce qui n'avait aucun sens pour moi, car j'avais été extrêmement prudent et je pensais avoir absolument tout récupéré. Quoi qu'il en soit, je pouvais enfin tester ma nouvelle technique. Je suis donc retourné à mon four et j'y ai versé les 95 grammes d'or que je venais de purifier. Je pensais pas que c'était réalisable à une si petite échelle, et si je voulais vraiment pouvoir faire passer du gaz à travers, je sentais que j'allais avoir besoin du maximum de métal fondu possible. Après avoir fait fondre tout l'or, j'ai soigneusement inséré le tube en verre de quartz, et une fois que je l'ai bien positionné, j'ai doucement ouvert l'argon. Ensuite, j'ai ajouté de l'aluminium par-dessus, qui a fondu rapidement, et j'ai utilisé une tige de graphite pour le remuer. C'est ce que j'aurais dû utiliser dès le début, parce que contrairement à ma spatule, elle ne fondait pas. Quand j'ai estimé que c'était bon, j'ai mis en place le tube en verre de quartz et j'ai augmenté progressivement le débit de gaz. Mon but était de le faire bouillonner autant que possible sans trop d'éclaboussures. Et le concept reposait sur le fait que l'argon expulserait progressivement l'hydrogène hors du métal. Ça aiderait aussi à mélanger l'or et l'aluminium, et quand j'ai vu que ça se stabilisait, je l'ai couvert avec une isolation. Je devais ensuite le laisser comme ça un moment pour m'assurer d'avoir extrait autant d'hydrogène que possible, et d'après ce que j'ai lu en ligne, environ 20 minutes devraient faire l'affaire.
Je devais donc simplement attendre un peu et entre-temps je suis allé chercher mon moule qui était encore une fois juste un moule simple en forme de lingot. J'ai choisi de reprendre le même moule, car j'estimais que c'était nécessaire pour évaluer l'efficacité de cette technique en le comparant au précédent. Ensuite, après que les 20 minutes s'étaient écoulées, j'ai commencé à bien chauffer le moule avec le chalumeau. Dès que j'ai jugé que c'était bien chaud, j'ai démonté rapidement tout le dispositif de dégazage, et j'ai versé tout le mélange dans le moule aussi vite que possible avant qu'il ait le temps de se solidifier. Après ça, j'ai laissé refroidir, puis je l'ai sorti du moule dès qu'il était à peu près à température ambiante, et j'ai commencé à le nettoyer. Il était évident qu'il y avait eu une amélioration significative, et même juste après un léger ponçage, j'ai constaté que la plupart des fissures semblaient avoir disparu et que c'était plus lisse. Je ne pouvais vraiment en être sûr qu'une fois que tout serait terminé. Alors j'ai juste continué et après de longues et nombreuses heures d'efforts pénibles, je l'ai recuit, et voilà ce que j'avais à la fin. Sans même le comparer à l'autre lingot, j'ai trouvé que celui-ci était clairement beaucoup plus beau, et ce qui m'a particulièrement réjoui, c'était qu'il ne semblait pas être rempli de petits trous. Pour vraiment apprécier à quel point ce lingot était mieux, j'ai dû retrouver une photo de l'ancien pour comparer, et lorsque je l'ai vu, la différence m'a sincèrement surpris. C'était en fait encore plus moche que dans mes souvenirs, et c'était indéniable que l'étape de dégazage avait vraiment fait une grande différence. Pour être honnête, si je zoomais vraiment, je pouvais clairement repérer quelques tout petits trous, et c'était certainement pas parfait. Mais dans l'ensemble, je trouvais que c'était vraiment bien et j'étais très satisfait du résultat. La seule chose qui était encore un peu dérangeante, c'était la couleur, et comme l'autre lingot, elle penchait vraiment plus vers le rose que le violet. Mais en fait, comme je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises, il s'est avéré que tout ça n'était qu'une question d'éclairage. En réalité, ça m'a beaucoup perturbé pendant un certain temps, et c'est vraiment triste de voir combien de temps j'ai passé à analyser de petits morceaux de métal et à essayer de comparer leurs teintes. Acheter ce pendentif de chez Liwa a été très utile et ça a permis de clarifier les choses pour moi. Ça m'a permis de comparer mon travail à de l'or violet fabriqué professionnellement. En utilisant un polariseur pour mon appareil photo, j'ai pu éliminer certaines réflexions et il était à présent très évident qu'ils avaient exactement la même couleur. Ça m'a vraiment fait comprendre que tout dépendait vraiment de l'éclairage, et je pense que mon lingot est simplement beaucoup plus brillant, ce qui le faisait paraître plus lumineux en général. Mis à part la couleur, à ce stade j'avais finalement trouvé ce que je considérais comme une technique efficace pour fabriquer de l'or violet, et après des mois à tourner en rond, c'était vraiment un grand soulagement. Bien sûr, j'avais pas encore tout à fait terminé, et ce qu'il me restait à faire était de fabriquer ma bague. C'était après tout la raison pour laquelle j'avais commencé ce projet. Ce qui me préoccupait, c'était que j'étais toujours pas tout à fait certain de la technique à suivre et j'avais un peu peur de me retrouver à nouveau dans un interminable cycle d'essais et d'erreurs. Pour éviter ça, j'ai décidé d'opter pour la technique la plus simple que je pouvais imaginer, et la première chose que j'ai faite a été d'acheter un calibreur de bague sur Amazon. J'en ai ensuite testé plusieurs pour trouver celle qui allait le mieux à mon doigt. C'était une étape vraiment cruciale. Comme nous l'avons vu précédemment, leur violet n'était pas du tout malléable, ce qui signifiait que chaque moule que je réalisais devait être parfaitement dimensionné à l'avance. Une fois que j'ai trouvé la bague qui me semblait la mieux adaptée à mon doigt, j'ai pu concevoir un modèle 3D très basique et à présent, tout ce qu'il me restait à faire était de le transformer en moule. Avec de l'or normal, il y avait quelques techniques courantes pour le faire, comme la coulée à la cire perdue, mais j'avais peur que toutes ces techniques pourraient poser problème avec l'or violet. Donc j'ai jugé que la meilleure solution était de le faire dans un moule en graphite. Je le maîtrisais bien à présent, et je savais que ça fonctionnerait probablement. La seule partie délicate était que je ne pouvais pas juste acheter un moule, il devait être parfaitement ajusté et fait sur mesure pour mon doigt. En théorie, j'aurais probablement pu trouver quelqu'un en ligne pour faire ça pour moi, mais j'ai utilisé ça comme une excuse pour acheter une machine CNC et apprendre à sculpter mes propres moules en graphite. C'était vraiment une expérience très amusante, même si parfois, c'était un peu frustrant. Mais à présent, je peux fabriquer pratiquement n'importe quel moule en graphite. Pour ce projet, j'avais juste besoin de fabriquer ce moule très simple et maintenant qu'il était prêt, j'ai enfin pu essayer de fabriquer la bague. Du coup,
J'ai encore une fois rapidement purifié tout l'or qui n'avait pas été utilisé pour faire mon lingot, et j'ai fait fondre la moitié dans le four. J'ai pris cette mesure afin de pouvoir faire au moins 2 essais, en espérant simplement que 30 grammes d'or et environ 7 grammes d'aluminium offriraient suffisamment de volume pour le processus de dégazage. Je l'ai ensuite laissé reposer et après environ 15 minutes, j'ai commencé à chauffer le moule avec un chalumeau, puis j'étais prêt à essayer de le verser. J'avais peur que je ne réussisse pas à viser correctement ou que le métal ne se répartisse pas uniformément. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était attendre que ça refroidisse, sauf que cette partie m'inquiétait beaucoup, parce que je savais que ça allait entraîner une rétraction. C'était aussi un gros problème car ça signifiait que la partie intérieure de la bague allait se rétracter tandis que la partie extérieure s'étirerait, et étant donné que l'or violet n'est pas malléable ni ductile, elle risquerait très probablement de se briser. Dans l'espoir d'éviter ce problème, j'avais incliné les bords à l'intérieur du moule, en espérant qu'ils se détacheraient sans se fissurer lorsque la rétraction se produirait. En même temps, j'étais vraiment persuadé qu'il y avait une petite fenêtre de temps où il était possible de l'extraire manuellement. Alors j'ai continué à essayer de l'enlever. Apparemment, je n'étais pas suffisamment qualifié pour faire ce genre de choses, et ça a fini par se casser en deux. Oh non, il s'est cassé. C'était aussi vraiment triste parce que l'anneau avait vraiment bien pris forme. Et à présent, à moins que je veuille passer des jours à tout repurifier, il ne me restait qu'une dernière chance. J'ai donc anxieusement préparé un autre lot, chauffé le moule à rouge, et j'ai versé le tout avec soin. Mais cette fois, il semblait qu'il n'y avait pas assez de métal pour remplir tout le moule, et au début j'étais triste. Mais ça s'est avéré être une bonne chose. Ça a empêché l'anneau de se connecter entièrement, donc en se rétractant, elle s'est pas serrée sur la partie centrale, et elle s'est pas cassée, ce qui m'a permis de le retirer du moule sans trop de difficultés. Ce que j'avais maintenant n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais, et ça semblait un peu comme un échec. Mais en même temps, cette forme différente me semblait plutôt cool, donc j'ai décidé de continuer avec. J'ai ensuite passé les prochains jours à poncer et à meuler, et cette fois j'ai aussi utilisé un Dremel, ce qui a facilité le processus. La partie qui m'a vraiment posé le plus de problèmes était de trouver un style qui me plaisait, et presque tout le long du processus, j'étais vraiment inquiet que le résultat soit vraiment moche. Après un moment, j'ai quand même fini par trouver un style qui me plaisait bien, donc je l'ai poli du mieux que j'ai pu, puis je l'ai recuit. Et voici le résultat final. C'était franchement bien plus beau que ce que j'aurais imaginé, et je dois avouer que j'avais un peu de mal à croire que c'était moi qui l'avais fabriqué. J'avais enfin ma bague entièrement faite d'or violet, et c'est probablement l'une des rares au monde. Et après des mois de travail, je pense que cette bague en valait vraiment la peine. Ce qui était bien aussi, c'est qu'elle n'était pas si fragile que je le pensais, et même si je vais pas le tester, je doute qu'elle se casserait si elle tombe. Je pense pas non plus que ce serait un problème de la porter au quotidien, tant que je fais attention et que j'évite de la cogner accidentellement contre quelque chose. Je dois dire que quand je me suis lancé dans ce projet, j'avais vraiment peur que ce soit un échec total, surtout à cause de tout ce que j'avais lu en ligne. C'était vraiment pas rassurant. Mais finalement, l'or violet n'était pas aussi compliqué à travailler que je le pensais, et avec un équipement relativement simple. Je pense vraiment qu'on peut fabriquer de très beaux bijoux avec. Je pense aussi qu'il y a encore beaucoup de possibilités d'améliorer la technique que j'ai employée, et j'avais déjà quelques idées que je voulais tester. Pour donner un exemple, ce que je veux vraiment tester, c'est l'utilisation d'un argon de plus haute pureté, avec moins d'humidité, et de remplacer mes tubes en quartz par des tubes en alumine. J'ai aussi envie de passer à une technique de dégazage complètement différente, comme l'ultrason. Et je pense également qu'il y a sûrement des meilleures façons de le couler et de le mouler. Mais pour le moment, je pense que j'en ai un peu assez de fondre, mouler et poncer de l'or violet.
Maintenant je vais plutôt me concentrer sur des projets plus appétissants, comme transformer l'air en alcool. Bon, au final, c'était probablement le projet le plus fastidieux et frustrant sur lequel j'ai travaillé. Et pour couronner le tout, je sais pas comment mais j'arrêtais pas de perdre de l'or à chaque étape. Franchement, je sais toujours pas où il a disparu, car il me semblait avoir pris toutes les précautions nécessaires. Je soupçonne qu'il s'est simplement évaporé avec l'aluminium. Quoi qu'il en soit, je suis heureux que ce projet soit terminé. Je tiens à remercier grandement mes patrons qui m'ont permis de réaliser des projets comme celui-ci, et à Opera pour avoir sponsorisé cette vidéo. J'utilise Opera sur PC depuis un moment, et je reste convaincu que c'est le meilleur navigateur. En plus d'être rapide et intuitif, il est enrichi de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. La mise à jour récente de son mode lucide ajoute selon moi une dimension intéressante. Il suffit d'un clic pour améliorer instantanément toute vidéo, ce qui est très pratique. En plus, la nouvelle mise à jour permet de régler manuellement la netteté. Et il y a aussi un bouton pour comparer facilement les résultats avant et après. Hormis le mode lucide, il y a une autre caractéristique que j'apprécie qui est cette barre latérale que je trouve très pratique. Elle me permet d'accéder facilement à tous les réseaux sociaux que j'utilise souvent comme Messenger, WhatsApp, Instagram et TikTok. Et il a même une application musicale où je peux écouter de la musique sur Spotify et Apple Music. En plus de toutes ces fonctionnalités, ils ont également un service VPN intégré, un bloqueur de publicité, ainsi que divers outils d'IA intégrés. Ils proposent Aria, qui est le service IA intégré et entièrement gratuit d'Opera. Il est similaire à ChatGPT, mais il propose encore plus de fonctionnalités. L'utilisation d'Aria est entièrement facultative, et il ne sera activé que si vous choisissez de l'activer. À part toutes ces fonctionnalités, ce que j'apprécie également c'est leur fonctionnalité îlot d'onglets qui simplifie la gestion de tous mes onglets, particulièrement lors de mes recherches pour un projet. Globalement, j'ai vraiment beaucoup apprécié utiliser Opera, et je reste convaincu que ça vaut la peine d'essayer, ne serait-ce que pour la barre latérale avec les applis. Il est aussi entièrement gratuit, et vous pouvez commencer à l'utiliser immédiatement en cliquant sur le lien que j'ai mis dans la description. J'ai fini. Comme d'habitude, un grand merci aux personnes qui me soutiennent sur Patreon. Toutes les personnes qui me soutiennent peuvent voir toutes mes nouvelles vidéos 24 heures avant que je les publie sur YouTube. Vous aurez aussi accès aux vidéos retirées. Et en me soutenant avec 5 $ ou plus, votre nom sera affiché à la fin comme vous pouvez le voir ici.